Bienvenue à notre deuxième table ronde et merci donc à Madame Marie Odilomette, René Ingeler et Messieurs David Nkawa et Emmanuel Aubria de nous avoir rejoints. Nous allons cette fois-ci nous interroger sur la relation innovation-emploi en faisant une focale sur quelques innovations emblématiques du sujet précédent, sujet usine du futur. Et nous allons cette fois-ci nous attarder sur justement cette relation donc innovation-emploi et essayer de comprendre en quoi ces sujets peuvent à la fois susciter, comme on l'a vu tout à l'heure, je prenais l'exemple des fourmis festo, susciter à la fois fascination mais aussi parfois quelques craintes quant aux impacts qu'ils peuvent avoir potentiellement sur la question des emplois. Et avant de plonger quelque part plus en avant dans la technique, nous avons souhaité avoir un regard que je vais qualifier de décalé par rapport à la question technique, mais surtout qui puisse nous permettre de prendre une certaine hauteur de vue. Et je me tourne vers vous, Monsieur Nkawa. Donc, merci, Monsieur Nkawa. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes professeur d'économie. Et parmi les très nombreux articles que vous avez publiés, il y en a un tout particulier qui a retenu notre attention et qui s'intitule « L'innovation contemporaine, contre-performance ou étape transitoire ». Et lors de nos échanges, vous m'avez parlé de la question de la polarisation des emplois et détaillé des analyses extrêmement intéressantes sur la manière dont l'innovation pouvait soit se substituer à l'homme, soit compléter son action. Pouvez-vous nous présenter cette approche et votre démarche? Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation. Il n'est pas si fréquent de réunir des universitaires et des hommes de décision qui viennent du domaine public ou privé. Et donc, moi, ce matin, j'ai beaucoup appris à la session du point de vue technologique. Et donc, maintenant, à la session sur l'emploi, nous allons essayer de mettre l'accent sur une dimension quelque peu différente. Vous savez que les innovations numériques et l'emploi, c'est un sujet, je dirais, très important et qui est débattu dans tout le monde entier, à savoir que nous avons une crise de l'emploi dont certains présentent comme étant une conséquence de la direction des innovations contemporaines. Je n'épouse pas tout à fait cette thèse, mais je vais essayer, d'abord partant d'un certain nombre d'éléments statistiques qui sont valables dans beaucoup de pays, essayer de faire un diagnostic avant, en quelque sorte, de dégager quelques perspectives. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, c'est très peu visible. Alors, le diagnostic d'abord. Alors, première observation, regardez, vous avez ici un tableau qui est tiré d'une étude récente parue dans l'American Economic Review, qui donne sur une douzaine de pays, qui donne les variations des parts de l'emploi global selon que les métiers versent des salaires faibles, moyens ou élevés. Et on assiste à un phénomène extraordinaire, c'est le phénomène suivant. Dans tous les pays, c'est la colonne en rouge, ce sont les salaires moyens qui ont pâti la part de l'emploi global qui vont au salaire moyen, non pas qui vont au salaire moyen dans l'ensemble des activités, mais dans les métiers qui composent les activités. Ce sont ces salaires moyens qui ont subi le plus, je dirais, une perte négative. C'est là qu'il y a eu, en quelque sorte, eh bien, une destruction d'emplois plutôt qu'une création nette d'emplois. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces métiers au salaire moyen, eh bien, je vais représenter le premier chiffre à gauche, c'est la part qu'ils occupent dans l'emploi global du pays. Par exemple, en France, si nous prenons uniquement la ligne France, eh bien, les salaires moyens représentent 47%, et sur la période 1993-2010,
ils ont baissé de près de 9%, au détriment d'eux, ou plutôt au bénéfice à la fois des salaires faibles et à la fois des salaires élevés. C'est-à-dire des métiers qui reçoivent des salaires faibles et des salaires élevés. C'est ce qu'on appelle, ce phénomène porte un nom, il est étudié dans beaucoup de pays, il porte le nom de polarisation des emplois. C'est la polarisation des emplois. Alors, je ne commente pas ligne par ligne, c'est le même phénomène qui apparaît dans l'ensemble des pays. Donc, si je m'exprime, si je résume, d'une part, ce sont les métiers où la part des emplois globaux a été la part et la plus importante, qui subissent le plus, je dirais, de pertes d'emplois. Et les autres métiers, à savoir ce que l'on peut appeler les métiers à salaire élevé, je rentrerai un petit peu plus dans les détails, qui augmentent beaucoup, et les métiers à salaire faible qui augmentent également beaucoup. Alors c'est un phénomène suffisamment important pour nécessiter une réflexion économique approfondie. Mais cette observation ne s'arrête pas là. On peut aussi la faire de manière, je dirais, relativement corrélée. C'est la même chose. Alors, le tableau précédent ne présentait pas les États-Unis, celui-là présente les États-Unis. C'est la même chose si on regarde la polarisation des emplois aux USA durant 4 décennies selon les qualifications requises dans les métiers. On constate à nouveau, c'est la partie au milieu qui est en rouge, on constate à nouveau qu'au départ, soins à la personne, aide à domicile, restauration, services de protection, c'est-à-dire des métiers où la qualification n'est pas très élevée, eh bien, qui ont connu une variation d'emploi sur les différentes décennies positives. Et ceux du milieu, à nouveau, eh bien, connaissent une variation des parts d'emploi négatives. Et à nouveau, ce qu'on appelle en général les techies, les techniciens, les ingénieurs et les managers, eh bien, ont une variation d'emploi positive. Donc c'est un phénomène suffisamment important. Je vais entrer un tout petit peu plus en détail en regardant le cas de la France. Il y a une étude récente qui a été faite et qui représente ce graphique. Alors regardez, ce graphique, je mets en abscisse les professions et catégories socio-professionnelles qui sont rangées selon le salaire moyen croissant. Les chiffres que vous voyez, 22, 17, ce sont les nomenclatures et elles sont classées selon le numéro 1, c'est le salaire le plus élevé, le 22, c'est le salaire le plus faible. D'accord ? Et vous voyez en ordonnée le taux de variation de la part des emplois professions et catégories socio-professionnelles en France de 1994 à 2007. Les études en France ont un petit peu, pour des raisons statistiques, sont un peu moins actualisées que dans d'autres pays. Et on constate, si on représente une ligne rouge 0%, on constate une division en 3 catégories. L'école bleue, où il y a croissance, c'est au-dessus de 0. L'école blanc, c'est en dessous de 0. Et ce que j'ai appelé les techies, techniciens, ingénieurs, managers, largement au-dessus de 0. Alors évidemment, cela pose la question de pourquoi, que se passe-t-il ? Alors, il y a 2 phénomènes qui se conjuguent dans cette affaire. Un phénomène de substitution et un phénomène de complémentarité. La substitution, c'est qu'il y a substitution d'automatismes numériques aux emplois dans des tâches que l'on appelle des tâches codifiables, c'est-à-dire qu'on les maîtrise suffisamment pour pouvoir écrire un programme informatique qui permet en quelque sorte l'exécution automatique de cette tâche. Ce sont des tâches qui sont qualifiées de routinières. Elles sont parfois non routinières au sens trivial du terme, mais on les appelle routinières parce qu'elles sont codifiables. Alors là, il y a substituabilité. Mais par contre, dans les emplois qui incluent des tâches non codifiables, il y a de la complémentarité, c'est-à-dire que les automatismes numériques eh bien, complémentent le travail humain. Et ce sont donc les tâches non routinières. Alors, 2 mots sur ces différents types de tâches.
Évidemment, elles sont distinguées selon le degré de maîtrise informatique des procédures d'exécution des tâches. Que puis-je dire des tâches routinières? Eh bien, il y a deux facteurs qui jouent un rôle important. Un facteur technologique, ce sont des tâches qui sont suffisamment explicitées pour être codifiées et donc exécutées par des automatismes numériques. Et un facteur économique très important, à savoir une baisse relative du coût numérique par rapport au coût du travail. Donc, pour ces tâches-là, eh bien, les emplois sont en général remplacés par des automatismes et on a une substitution classique capital-travail. Et ce sont des activités qui, en général, requièrent des capacités cognitives et manuelles de niveau moyen. Ça correspond précisément à l'échelle des salaires ou à l'échelle des qualifications. Par exemple, la comptabilité, par exemple, les emplois de bureau, archivistes, caissiers, chaînes d'assemblage, etc., etc. Mais il y a des limites à cette automatisation. Il y a un philosophe polonais qui s'appelle Poloni qui a écrit un article très intéressant concernant un paradoxe qui consiste à dire nous en savons plus que ce que nous pouvons en dire. C'est-à-dire qu'il y a des tâches que nous savons exécuter, conduire une voiture, nous l'exécutons facilement, mais ce n'est que récemment que cette tâche est devenue elle-même codifiable et exécutable par le Google Car de manière automatique. Donc, je dirais, alors les tâches non routinières, ce sont celles qui sont non codifiées, donc non substituables, et on distingue deux types de tâches. Les tâches abstraites, qui apparaissent dans toutes les activités à forte capacité cognitive, chercheurs, techniciens, ingénieurs, managers, médecins, avocats, etc., et des tâches manuelles qui requièrent une adaptation très fine à un environnement variable, de la reconnaissance visuelle et vocale, des interactions personnelles. Alors, le niveau de qualification n'est pas très élevé, mais les aptitudes physiques et les capacités d'échange sont, elles, élevées. Alors, les activités de restauration, d'entretien, de nettoyage, de surveillance, maintenance, etc., etc. Et finalement, on assiste à quelque chose qui est très intéressant. On a une hiérarchie des tâches qui conduit soit à des créations nettes d'emplois, soit à des destructions nettes d'emplois. Par exemple, la hiérarchie comporte 4 degrés. 1. Les tâches non routinières manuelles, celles qui reçoivent des salaires bas, eh bien là, il y a des créations nettes d'emplois. Les tâches routinières manuelles, c'est-à-dire qui reçoivent des salaires moyens, destruction nette d'emplois. Des tâches routinières cognitives qui demandent de l'adaptation, eh bien, et qui reçoivent des salaires moyens, là, il y a destruction nette d'emplois. Et les tâches non routinières cognitives, où il y a création nette d'emplois. Autrement dit, la distinction la plus pertinente, ce n'est pas seulement entre manuel et cognitif, c'est entre routinier et non routinier. Alors évidemment, le champ de la substitution s'élargit, il s'étend. Mais il est limité par quoi? Il est limité par les progrès de l'intelligence artificielle. Qui aurait imaginé il y a quelques années encore que nous aurions une voiture pilotée automatiquement? Par contre, le champ de la complémentarité, il s'étend lui aussi. Et les travailleurs bénéficient de l'automatisation de certaines tâches lorsque l'automatisation complémente le travail. Autrement dit, il y a un économiste américain qui s'appelle Michael Kremer qui a inventé la notion de technologie O-ring. La technologie O-ring correspond à des fusées, et dans une fusée, il y a un ensemble, une multiplicité de tâches, et il suffit que l'une d'elles ne soit pas bien réalisée, eh bien pour que la fusée ne parte pas ou fasse un crash. Eh bien ici, c'est pareil, on a 3 types d'inputs qui sont complémentaires. L'un que j'appellerais le cerveau d'œuvre, l'autre qui s'appelle l'intelligence collective, et le troisième qui s'appelle la main-d'œuvre. Et je vais arrêter là avant de poursuivre. Toute la question est quels emplois qui soient à la fois non substituables et non délocalisables pour compenser la perte des emplois industriels.
Merci de cette présentation, cette première partie. Effectivement, nous pourrions vous écouter pendant des heures, mais malheureusement, nous n'avons pas ce temps et on me fait signe que nous sommes déjà tendus. J'avais une autre question. Vous avez introduit dans l'échange que nous avons eu la question de l'émergence du quaternaire. Tout à l'heure, nous avons entendu l'un de nos intervenants, M. Lorrain entre autres, et je pense que l'ensemble des intervenants sur la question d'usine du futur, nous ont parlé de l'approche qu'ils avaient vis-à-vis de leurs clients, l'approche solution, et non plus simplement la vente de biens commerciaux. Et vous avez justement développé, vous, une approche business model toute particulière par rapport à cette notion de solution. Pouvez-vous, là aussi, nous développer ce sujet-là, et on fait signe de manière assez rapide. Merci. Je vais partir d'un transparent qui a été projeté ce matin et qui était plus intéressant que le mien, j'ai trouvé, parce qu'il illustrait les trois révolutions industrielles. La première révolution industrielle, la machine à vapeur qui fonctionne au charbon. Alors, ce qui est intéressant, c'est en quelque sorte, mettre en avant non seulement la dimension technologique de chaque révolution, mais l'impact qu'elle a eu sur les modes de vie. Ça, c'est extrêmement important et c'est cet impact qui joue un rôle très important, qui, je dirais, permet en quelque sorte à des innovations technologiques de réaliser tout leur potentiel. Alors, la première révolution industrielle, on constate le passage de l'artisanat à l'industrie. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. La deuxième révolution industrielle, c'est le moteur électrique avec de multiples applications, mais en même temps un accès généralisé au confort domestique, habitation, infrastructures et réseaux partagés. Imaginez l'eau, le tout à l'égout, enfin toutes ces choses-là, la voirie, l'éclairage, le gaz, les services publics, santé, éducation, culture, transport collectif. Et on assiste également à un phénomène très important, c'est la séparation de l'industrie entre biens d'équipement, biens industriels et biens de consommation, biens intermédiaires et biens de consommation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet en quelque sorte une spécialisation. Et on est actuellement dans la troisième révolution industrielle, la contemporaine, qui est caractérisée, je dirais, par trois vagues. La première, c'est, durant les années 60 à 70, c'est l'émergence de l'ordinateur, traitement numérisé des commandes, planification informatisée. La deuxième vague, connectivité via Internet, connectivité généralisée, communication, plus commerce en ligne, c'est très important. Et nous sommes actuellement dans la troisième vague, c'est-à-dire l'Internet des objets, plus le big data, plus le cloud. Et c'est intéressant parce que cette troisième vague, je dirais, est à la recherche d'une explication. Elle est à la recherche d'une théorie, elle n'est pas bien comprise, elle n'est pas encore suffisamment théorisée. En tout cas, on sent quelque chose, c'est qu'elle donne lieu d'abord au développement de ce qu'on appelle l'économie du partage. C'est une phase transitoire, contemporaine, qui est rendue possible par les technologies numériques. On partage l'usage des biens, des exemples abondent, la propriété des biens, on partage un usage collaboratif de plateformes, on partage même des valeurs communes, des savoirs et des ressources. Imaginez par exemple une plateforme de crowdfunding qui consiste à résoudre sur le net des problèmes. Et cette transition, cette phase transitoire, je dirais qu'elle nous permet de réfléchir vers une convergence vers le quaternaire, c'est-à-dire une nouvelle révolution industrielle qui est rendue possible précisément par l'Internet des objets. Encore une fois, toute vision qui est technocentrée est très intéressante, mais qui est nécessairement réductrice. Donc, ce quaternaire, c'est quoi? C'est une nouvelle économie des usages résultant d'une non-séparation entre biens et services. Jusqu'à présent, les biens et les services ont été séparés. Vous achetez le bien et une fois que vous achetez le bien, vous êtes responsable de l'utilisation des services qui nécessitent ce bien. Alors, dans un article que j'ai écrit avec Michel de Bonneuil et qui est paru dans la Revue française d'économie en 2014, nous proposons un autre modèle que nous appelons donc le quaternaire et qui correspond à la mise en place de solutions. C'est quoi une solution?
Eh bien, c'est la mise à disposition auprès des utilisateurs du bien, du service, du personnel affecté à l'usage, c'est-à-dire réparation, entretien, conseil, surveillance, etc. Et qu'est-ce qui rend possible cette solution? C'est précisément l'Internet des objets. Il rend possible la mise en place progressive des solutions car il crée, cet Internet des objets crée des nouvelles opportunités fonctionnelles. Ce qui rend les objets connectés différents des objets traditionnels, ce n'est pas l'Internet, ce sont les propriétés nouvelles que recèlent ces objets. Non seulement les capteurs embarqués permettent des échanges d'informations entre agents, entre objets, entre agents et objets, mais de plus, ils renforcent, et ça c'est vraiment très important me semble-t-il, le lien social entre utilisateurs, par substitution de l'usage à la fonction traditionnelle de la propriété des biens. Et on assiste à une reconfiguration de tout un ensemble d'activités. Nous n'en avons pas encore la théorie, mais nous avons le phénomène sous nos yeux qui se produit, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services à la personne, du traitement à domicile, de la dépendance, des gestions de données, du transport, de l'utilisation énergétique intelligente, etc., etc. Ce sont des améliorations qui sont censées conduire à un mieux vivre ensemble. Alors, je ne sais pas. Il faut conclure, monsieur Nkawa. Alors, les exemples de fonctions assurées par les objets connectés, vous les connaissez tous, mieux que moi. La mobilité, donc on dispose maintenant de moyens de transport à partir de n'importe quel lieu qui nous informent sur l'état du trafic, sur les parkings, sur l'état des pneumatiques, les contrats d'assurance automobile, etc. Et donc la voiture est en mesure d'interagir avec le domicile, le système de stationnement en ville, l'assureur, le garage pour détection préventive, l'entretien de panne, etc., etc. Deuxième fonction, la fonction domotique, introduction dans l'habitation de technologies pour anticiper et répondre à différents besoins, confort, énergie, sécurité. La fonction santé, qui permet maintenant des diagnostics et offres de soins à distance via support usuel et qui permet surtout des services de prévention incluant le traitement de la dépendance des personnes âgées. Il s'agit de la Silver Economy que vous connaissez bien. Alors, nous en venons maintenant à la notion de solution. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en quelque sorte de mettre en place un nouveau business model. Le business model traditionnel, c'est quoi? C'est que le producteur vend son bien et le client achète séparément tous les services associés à l'usage du bien. Le nouveau business model, c'est qu'il n'y a plus séparation entre biens et services. On le sent dans les différentes interventions que cette non-séparation est dans l'air. Et le producteur conserve la propriété du bien et met à disposition du client sur son lieu de vie une solution composée du bien et de l'ensemble des services liés à son usage, moyennant bien sûr une charge locative. Et les services, j'insiste sur ce point, je vais y revenir, ils incluent les personnes aptes à satisfaire des besoins qui sont révélés en continu par information captée et transmise. Alors, évidemment, c'est une révolution copernicienne. C'est énorme, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, j'ai essayé de lister un peu les avantages et les problèmes. Avantage 1, il me semble que ça va permettre l'invention de nouveaux modes de vie. Ça va renforcer le lien social et les gains de productivité renouvelés. Avantage 2, ça va conduire à des gains d'efficacité car à partir du moment où l'utilisation des services communs est partagée et à partir du moment où le producteur reste propriétaire du bien, eh bien l'obsolescence technologique est retardée. Et donc il y a un moindre gaspillage de ressources. Avantage numéro 3, ce sont des solutions qui sont moins détériorantes pour l'environnement, les ressources et le climat.
Et enfin, avantage numéro 4, le plus important, car il est au cœur, le plus important en soi, et en même temps il est au cœur de notre session, c'est que la perte d'emplois industriels, le phénomène de polarisation d'où je suis parti, c'est pour ça que c'est très important de partir du diagnostic, peut être compensé par une création d'emplois dans les services d'assistance pour aider au mieux-être. Ce sont des emplois qui sont non substituables, par définition, c'est des emplois de vis-à-vis, et non délocalisables. Alors un petit calcul très simple montre que si chaque citoyen demande 1 heure par semaine de travail d'assistance, cela crée 1 million d'emplois à temps plein. Alors évidemment, comme toute révolution copernicienne, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de questions qui se posent. La première question, c'est, et j'en ai terminé, la première question, c'est, de la même façon que la révolution industrielle antérieure ont mis en place des infrastructures et des réseaux accessibles à tout un chacun, eh bien, quid d'une infrastructure de plateforme pour piloter l'interopérabilité des objets connectés? C'est une question très, très, très difficile. La deuxième question, quelle modalité de la concurrence entre plateformes? Et la troisième question, qui est également au cœur de notre sujet, c'est, vous voyez, ce phénomène de polarisation a créé un impact dont je n'ai pas parlé également, c'est des inégalités salariales extrêmement importantes, entre précisément les deux pôles extrêmes de la distribution. Eh bien, quel salaire pour l'emploi, les emplois d'assistance, et quelles répercussions sur les inégalités? Merci, Monsieur Nkawa, pour cette approche et cette étude extrêmement riche. Bonjour, Madame Omet. Vous êtes donc délégué général du pôle de compétitivité Viameca. Viameca a été évoqué tout à l'heure par Madame Puteaux comme étant l'un des pôles majeurs de la région Rhône-Alpes. Une question très simple. Pouvez-vous nous présenter le pôle de compétitivité Viameca et les domaines sur lesquels vous intervenez? Donc Viameca est un pôle initialement de la mécanique. Aujourd'hui, on parle plutôt de conception et d'intégration de systèmes intelligents. Donc, finalement, fabriquer ces objets connectés, ces objets du futur. Donc, on opère sur la région Rhône-Alpes et la région Auvergne, donc un territoire au centre de la France, qui est un territoire industriel avec des très grandes entreprises, des donneurs d'ordre, et puis avec tout un tissu de PME, avec une tradition de sous-traitance. Et donc, ça donne une typologie d'actions à mener pour amener l'usine du futur auprès de ces acteurs industriels et de ces PME. Alors aujourd'hui, le pôle de compétitivité Viameca, c'est 150 projets en cours avec des entreprises, des laboratoires de recherche, des organismes de formation. On a souvent entendu au démarrage des pôles de compétitivité que les PME avaient du mal à y trouver leur place. Alors je crois que cette étape est franchie. Après 10 ans d'existence, on se rend compte que plus de la moitié des projets de pôles de compétitivité sont portés par des PME et qu'un certain nombre de PME innovantes développent de manière assez rapide leur collaboration avec les milieux universitaires et scientifiques. Alors ce qui caractérise un pôle de compétitivité, c'est donc une thématique, un territoire. Pour aller un peu plus dans le détail, il faut avoir une excellence scientifique. Et en fait, l'objectif du pôle, c'est au travers de projets collaboratifs de porter les innovations d'excellence scientifique vers les industries, d'aider les industriels à se les approprier. Donc Viameca, c'est 3 thématiques originelles, on va dire, dans le domaine de la mécanique. Une thématique ingénierie des surfaces. On parle aujourd'hui beaucoup de structuration de surface, de microtechnologie sur les surfaces, donc ce sont ces sujets-là. Procédés avancés de fabrication. Donc, procédés avancés de fabrication, ça peut être des procédés traditionnels comme l'usinage, mais c'est aussi des procédés innovants, des procédés du futur comme la fabrication additive, l'impression 3D. Et puis, systèmes intelligents et robotiques. Donc là, il s'agit de robotisation, mais il s'agit aussi de constituer des systèmes intelligents et d'aller de systèmes mécaniques traditionnels à des systèmes mécaniques porteurs de fonctions et de plus en plus complexes. Depuis l'année dernière, donc Viameca a intégré une 4e thématique scientifique, ingénierie des usages et des services.
Et finalement, c'est la mise en pratique de ce qui a été évoqué dans la présentation précédente, comment on arrive dans des projets industriels à intégrer de façon opérationnelle la dimension usage et service. Et comment une PME du centre de la France, lorsqu'elle porte un projet d'innovation, va le porter jusqu'à offrir un service. Et on a donc là une communauté de plus de 30 scientifiques, pour moitié des gens des sciences de l'ingénieur, pour moitié des gens des sciences humaines et sociales, qui travaillent ensemble et qui accompagnent de façon concrète les entreprises sur la création de ces services au travers de produits d'innovation. Donc je vais y revenir au travers de quelques exemples. Pôle de compétitivité au démarrage, donc montage de projets collaboratifs, transfert de connaissances scientifiques. Ceci étant, il faut aller jusqu'au marché, il faut accompagner les entreprises jusqu'au marché. Et donc, on a de plus en plus une dimension usine à produits. Alors, l'usine à produits de Viameca, elle est schématisée ici. Vous avez donc sur la partie droite les marchés de la mécanique traditionnelle sur lesquels on peut faire un focus. Quels sont les marchés de demain? Comment les PME peuvent se positionner? Alors, je citerai simplement 2 exemples. Un premier exemple sur lequel on a un certain nombre de compétences dans Viameca, c'est fabriquer des outillages intelligents. Comment passer d'un outillage qui était globalement un morceau de ferraille usiné à un objet intelligent qui est capable de se piloter en matière de température, en matière de dimension, qui est capable d'interagir avec la matière. Si on est capable de fabriquer des outillages intelligents en France, ben on va ramener des fabrications d'outillages qui aujourd'hui sont souvent délocalisées. Donc là, il s'agit d'essayer de ramener de l'emploi en France. On a également des nouveaux métiers qui apparaissent, les métiers de la télémaintenance, de la maintenance prédictive, de la maintenance à distance. L'industrie mécanique a besoin de ça. Et il faut donc développer dans des PME des compétences de maintenance prédictive et intégrer des dimensions scientifiques dans des métiers qui étaient plutôt des métiers manuels précédemment. On essaie aussi d'attirer l'attention des PME et au travers de projets de les amener à ça sur des voies de diversification offertes par d'autres marchés. Alors on peut citer les marchés des agroéquipements par exemple. Il y a énormément de mécanique, énormément d'innovation dans le secteur des agroéquipements. Et un acteur de la mécanique traditionnelle dans le domaine de la machine spéciale pour l'industrie peut très bien se positionner de façon intelligente sur les agroéquipements. Donc ce sujet de diversification est aussi traité. Et puis pour finir, en bas, le marché des solutions adaptées à l'usage. Donc c'est exactement ce qui a été expliqué. Alors nous, on en a 2 qui sont un peu plus visibles. Le premier, ce sont les solutions de mobilité adaptées à l'usage. Et le deuxième, ce sont les solutions pour les applications médicales dans le domaine des implants médicaux, donc des prothèses, dans lesquelles on peut introduire des médicaments, par exemple, qui vont être largués à petite dose, qui vont diminuer les risques de rejet. Et donc, je parlais tout à l'heure d'ingénierie des surfaces, de procédés de fabrication. Mais pour fabriquer ces prothèses adaptées à l'usage, on a besoin des nouvelles technologies. Voilà. Donc, très rapidement, la vision des marchés. Alors, on peut peut-être illustrer ça au travers de quelques projets. Oui, quelques projets que vous avez sélectionnés qui sont en lien donc, direct avec l'usine du futur. Ouais. Alors, on a un certain nombre de projets dans le domaine de la robotique, à la fois la robotique mobile et la robotique industrielle. On a parlé ce matin de robots qui interfèrent avec l'humain, de cobots. Il y a également beaucoup de choses dans la robotique mobile pour le transport. On a évoqué les engins de mobilité autonome. On est aussi dans les problématiques industrielles à pouvoir faire de l'appréhension, par exemple, d'objets à partir de plateformes mobiles. Donc tout ça, ça génère beaucoup de concepts scientifiques, beaucoup d'innovations. Et on peut voir dans la planche suivante quelques exemples de projets. Alors sur la gauche, un projet VIPA, qui est un projet qui existe dans le pôle depuis quelques années. Et aujourd'hui, on a une PME qui commence à intégrer la fabrication de navettes de transport autonomes. Et cette PME est en train de se préparer à offrir un service de mobilité autonome. Alors là, il s'agit du dernier kilomètre de mobilité, comment on va d'une ligne de tram, par exemple, à une salle de spectacle, avec des engins de petite capacité. Et l'enjeu pour la PME mécanicienne qui fabrique ces véhicules, c'est aussi de se mettre en mesure de fabriquer l'offre de services de mobilité. Comment on va appeler cette navette avec son smartphone? Comment on va aussi vaincre la crainte de l'usager par rapport à un véhicule dans lequel il n'y aura pas de chauffeur? Alors ça, c'est un problème qui est apparu dans le déroulement du projet. Il y a par exemple une équipe de psychologues qui a travaillé avec des gens des sciences pour l'ingénieur pour accompagner les PME et intégrer un certain nombre d'aménagements dans le véhicule de façon à vaincre les craintes de l'usager qui va monter dans un véhicule autonome. Donc c'est rapidement des exemples qui illustrent ce qui a été dit. Sur la droite, on a un projet qui s'appelle ARMS. Donc ARMS, il s'agit d'une cellule robotisée pour la découpe de viande. Donc aujourd'hui, il y a un centre technique qui, au travers d'un projet collaboratif du pôle, a développé avec un équipementier une cellule
totalement robotisé pour la découpe de la viande. C'est un enjeu important parce que les métiers de la découpe de viande sont des métiers extrêmement pénibles dans lesquels il y a des problèmes de maladies professionnelles. Et il est nécessaire de moderniser, d'automatiser et de robotiser ces métiers. Et l'enjeu maintenant pour le pôle, c'est de transférer cette cellule de démonstration qui est encore dans un centre technique auprès des entreprises et auprès des PME. D'autres exemples de projets, alors il s'agit de projets de robotisation ou d'automatisation dans le secteur des milieux naturels. On peut parler par exemple de Bodérobe. Bodérobe, c'est la fabrication d'un robot compagnon pour l'homme. Initialement, le développement a été fait pour un cadre militaire. Il s'agit d'avoir un robot mobile qui accompagne le fantassin, qui transporte un certain nombre de choses donc, au service du fantassin. Et aujourd'hui, on arrive au développement hors secteur militaire de cette même application. Il y a des projets de développement en cours dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'accompagnement industriel pour certains métiers pénibles. Donc on voit aussi qu'au travers d'une innovation, on peut servir plusieurs secteurs marchés et que le travail collaboratif au sein d'un pôle de compétitivité est important pour ça. En bas, un projet Acti-Sûreté. Donc là, il s'agit de montrer la dimension humaine. L'origine du projet vient d'un constat d'une caisse mutuelle donc, sociale, d'une profession qui a constaté une accidentologie importante sur un type d'engin et qui est allé chercher des scientifiques et des industriels pour sécuriser donc, un engin utilisé dans le milieu agricole. Et donc aujourd'hui, le développement du projet technologique est cofinancé par un acteur socio-économique de la branche. Voilà. Dans le domaine des procédés de fabrication, donc on a les procédés traditionnels d'usinage, les procédés de transformation de la matière, le forgeage, le laminage. Donc là, on a des mutations importantes de type usine du futur pour ces métiers. Il y a l'arrivée de la simulation, l'arrivée de l'automatisation des procédés. Et puis, il y a un nouveau procédé qui est en développement très important au cours de ces dernières années, qui concerne donc les procédés de fabrication additive. Alors, on peut peut-être insister donc, sur diapositive suivante des perspectives de la fabrication additive. Tout le monde entend parler presque quotidiennement de l'impression 3D. Alors, on peut faire de l'impression 3D relativement simple, reproduire en impression 3D un produit de l'usage courant, mais on peut aussi imaginer faire des projets hautement technologiques avec de l'impression 3D et par exemple avoir des produits multimatériaux et intégrer d'emblée la présence de 2 matériaux en fonction des propriétés attendues pour un produit. Donc là, on a l'exemple d'un projet qui a constitué à développer une machine de fabrication additive multimatériaux. Et en termes d'organisation territoriale, ce qui est aussi le rôle du pôle de compétitivité, on a soutenu le développement donc, et la montée en puissance d'une communauté en région Rhône-Alpes qui s'appelle RAFAM, Rhône-Alpes Fabrication Additive Métallique, dans laquelle on retrouve un centre de transfert de technologie qui est bien connu des techniciens de la mécanique, qui est le CETIM, et un certain nombre de laboratoires universitaires qui sont situés sur le territoire rhône-alpin, donc à Grenoble et à Saint-Étienne, et qui ensemble peuvent adresser les problématiques de l'ensemble de la chaîne de valeur, donc qui est en bas, de la fabrication additive métallique. Donc cette équipe de scientifiques est capable d'adresser des problèmes de conception, des problèmes de technologie de fabrication, mais aussi des problématiques de traitement thermique, de post-traitement, pour répondre aux questionnements, par exemple, de l'industrie aéronautique ou de différentes applications industrielles. Et le rôle du pôle de compétitivité, c'est la mise en relation de cette communauté scientifique, qui est déjà très collaborative, avec des industriels, et notamment des PME, qui font l'investissement de machines de fabrication additive et qui doivent intégrer toutes les problématiques de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles productions dans leurs industries. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'accompagnement des PME et pour le développement de la fabrication additive au sein des PME. Donc c'est une problématique usine du futur. Très bien. Écoutez, merci Madame Haumette pour ce message extrêmement clair, synthétique. Petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions SMS pendant la table ronde. Si je fais ce rappel, c'est qu'a priori pour l'instant il n'y en a pas. Donc, Monsieur Lebriat, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes président de la société BIM, qui est une société qui est leader sur la fabrication additive métallique.
nous sommes dans la parfaite continuité du dernier projet présenté par Mme Haumette, donc le projet RAFAM présenté en région Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous présenter donc votre société, ce secteur et quelque part cette technologie qui est la fabrication additive métallique? Vous avez, vous, je crois, développé une technologie particulière, vous prenez appui sur une technologie que vous avez nommée CLAD. J'ai un ensemble de documents présentant ceci, donc on va les regarder ensemble. Et à vous. Donc, nous, BIM, on est fabricant de machines basées donc sur une technologie qui s'appelle CLAD, qui est une technologie d'impression 3D. On essaye de développer chez BIM l'industrialisation de cette technologie, donc de la promouvoir auprès des entreprises qui pourront en tirer parti pour faire un saut de compétitivité. On est sur une approche un peu originale d'open innovation. Donc on partage certains de nos savoir-faire avec certains de nos clients pour que ce marché s'accélère en France comme à l'étranger. Donc pour certains, quand on vend une machine, on va transférer nos savoir-faire process, par exemple, qui sont issus de 10 ans de R&D d'un centre qui s'appelle IREPA Laser, qui a mis au point cette techno. Ce qui fait qu'ensuite, sur les territoires, donc que ce soit en région, en France ou à l'étranger, d'autres seront capables de mettre au point de nouvelles références de pièces. Et à terme, puisque le but c'est bien de vendre des machines, ça nous fera vendre plus de machines en production. On a des objectifs ambitieux, puisqu'on veut prendre le leadership mondial sur justement cette technologie, donc en termes de fabricants de machines, qu'aujourd'hui ça attire des appétences, puisqu'on a de plus en plus de concurrents qui viennent sur ce marché. Mais on a des moyens pour une jeune entreprise qui a maintenant un peu plus de 2 ans, qui nous donne une avance considérable par rapport à nos concurrents, notamment ces 10 ans d'expérience et de mise au point qui ont mené jusqu'au plus haut niveau de qualification qui existe aujourd'hui dans le monde de l'impression 3D, puisque une de nos applications, c'est la réparation et qu'on répare des pièces de turbines d'avion. Alors quand vous entendez parler de fabrication additive, soit on est dans la grande consommation, et quand on est dans l'aéronautique, on est généralement sur des pièces non critiques. Nous, on est sur des pièces qui tournent à 30 000 tours minute. Donc il vaut mieux avoir une réponse qualitative par rapport au type de clients qui, eux, fabriquent ces pièces. On détient les savoir-faire de base, et c'est avant tout un savoir-faire process. Faire des machines, ça peut se faire si on s'entoure bien pour le point suivant, avec une approche industrielle collaborative, des bons partenaires qui ont justement ces savoir-faire. Donc nous, on est partenaire avec FIV, par exemple, qui est le dernier grand groupe de machines en France, et qui nous apporte sur la fabrication de la machine base et sur la capacité à maintenir ces machines partout dans le monde, quelque chose qu'on n'aurait pas su faire dans un temps aussi court. En revanche, les savoir-faire process qu'on a aujourd'hui nous permettent de faire les bonnes machines et surtout de les faire évoluer en fonction des nouvelles demandes clients, parce que souvent l'impression 3D est présentée comme une techno magique, c'est loin d'être le cas, encore plus dans le métallique. On a des attentes applicatives, être capable de faire des pièces, de les réparer, mais surtout qualitatives. Des clients qui sont les nôtres aujourd'hui, vu le coût de la technologie, on va être dans une industrie de pointe, donc l'aéronautique, le spatial, le médical, l'énergie, le nucléaire. Et autant vous dire que les attentes de ces clients sont très très fortes et qu'il faut être aussi en capacité de faire évoluer et les machines et les bus laser et le logiciel pour répondre aux attentes de ces clients. Donc une des questions récurrentes sur cette technologie, c'est est-ce que c'est une révolution industrielle ou est-ce que c'est une techno de plus? Donc moi j'ai une vision justement industrielle qui sort du concept technologique, de ce que vous recevez tous les jours par les médias sur l'impression 3D, cette capacité à tout faire, et que clairement c'est pas là que se joue la plus forte valeur ajoutée, et que sont la plupart des menaces sur les entreprises qui existent aujourd'hui, de la manière dont elles produisent, et aussi la plupart des opportunités. Ce qui est une bonne nouvelle, avec une menace, il y a toujours une opportunité. Donc si je sors de mon monde, qui est le monde de l'impression de pièces métalliques, et qu'on regarde par exemple cet exemple qui est connu, des Chinois qui ont imprimé des maisons à 3 500 $ en une journée. Donc on a tout le gros œuvre qui sort. Là, on prend conscience que la technologie n'est pas une fin en soi et qu'on est en train de remettre en cause tout un business model qui était le business model de la fabrication classique, des maisons et des immeubles, qu'on faisait d'une certaine manière, et qu'il y a tout un marché aujourd'hui qui va s'ouvrir dans cette capacité à faire des maisons low cost, où il y a une demande et qui va venir bouleverser la manière dont on le fait aujourd'hui. Et donc c'est là où je place un peu mon analyse, c'est sur une analyse plus business model et impact business model. La technique c'est bien, mais quid justement derrière des gens qui font des maisons d'une certaine manière avec une certaine technique et qui aujourd'hui vont voir leur marché se bouleverser. J'avais une discussion avec quelqu'un qui était dans ce domaine-là et qui avait très peur de ces technos.
Et moi, je l'encourageais plutôt à acheter déjà les premiers prototypes, en attendant qu'il y ait des certifications pour faire ses maisons, à faire de la niche pour chiens, à faire de la cabane de jardin, à apprendre, et quand le marché explosera, à être le premier en capacité de pouvoir délivrer ce type de prestations sur son propre marché. Donc, si on voit la menace, qu'on résiste au changement, on laisse passer l'opportunité. Un autre impact, si on sort justement de l'impact technologique, c'est l'innovation collaborative, on en a beaucoup parlé ce matin. Et donc c'est cette capacité qu'ont certains ingénieurs, certains particuliers, à développer des objets qui viennent aussi percuter des marchés qui étaient très peu accessibles. Donc là, vous avez l'exemple d'un enfant qui est né qui n'avait pas sa main, qui avait juste un moignon, donc qui était capable de faire un mouvement de flexion. Et son père ne pouvait pas payer la prothèse à 20 000 €, celle dont on entend parler, qui est développée depuis des années, qui est capable aujourd'hui de travailler directement, connecté au nerf. Et lui a décidé de développer donc une prothèse basique qui aujourd'hui coûte 300 $, et par le mouvement de flexion, de pouvoir créer un grip, ce qui permet à l'enfant de prendre une balle, de prendre un verre, de faire du vélo. Donc d'amener déjà tout un tas de fonctions, avec une différence majeure entre quelque chose qu'on peut imprimer soi-même pour 300 $ et une prothèse à 20 000 $ que tout le monde ne peut pas se payer. Et ce qui est intéressant sur cette innovation collaborative, c'est qu'elle va bien au-delà, puisqu'aujourd'hui ce projet a été mis sur Internet, à la disposition de chacun, que d'autres ingénieurs y travaillent gratuitement, le partagent, et pour le coup, peut-être qu'on verra un objet qui s'approchera de plus en plus d'une prestation qui est celle de la prothèse à 20 000 $. Donc vous êtes à nouveau là sur deux impacts qui ne sont pas du tout techniques. Il y a de la technique qui est sous-jacente, bien évidemment, mais derrière, il y a des impacts qui sont immatériels sur la propriété, du bouleversement de business model. Et c'est en ça que moi je vois une révolution dans l'impression 3D. Donc si on rentre et qu'on revient un petit peu dans mon monde maintenant, aujourd'hui vous avez trois types de techno, on va passer assez vite parce que le temps est limité. Donc vous avez une technologie qui s'appelle le lead put qui va permettre de faire des pièces très fines avec des détails, donc des choses impossibles. Ça c'est ce qu'on voit beaucoup dans la presse, ce qu'on appelle l'optimisation topologique, avec des formes qui n'étaient pas usinables, qu'on ne pouvait pas faire par moule, et donc qui amène de nouvelles possibilités d'optimisation, de gain de poids, de gain de matière, et de formes qui n'étaient pas réalisables. Une deuxième technologie qui est le fil. Donc le fil, c'est une capacité par dépôt de fil, en le fusionnant et en empilant les couches, à faire notamment des grandes structures. Vous êtes capable de sortir des poutres qui, des fois, pouvaient demander une année à être faites sur une fonderie en titane, et que là, vous allez pouvoir sortir en 2, 3 semaines, un mois, et finalement en étant assez proche de la forme. La dernière technologie, celle que je préfère. Alors, normalement, il y a une vidéo qui doit démarrer. Et si elle ne démarre pas, je sais qu'à la régie, ils l'ont téléchargée. Bon, décidément, je crois qu'on a vraiment un problème avec les vidéos. Donc je parlais de ma techno préférée. Oui, c'est votre techno préférée. Voilà. Donc si, voilà, je pense que la régie est en train de prendre la main pour nous passer votre vidéo. Donc vous pouvez continuer à commenter peut-être. Donc c'est une technologie qui est complémentaire aux deux autres. Il y a toujours des zones de recouvrement sur ce qu'on est en capacité de faire avec l'une ou l'autre de ces trois technos. Et nous, donc, on va offrir de nouveaux degrés de liberté, puisqu'en fait, on va utiliser une buse qui va injecter directement la matière. Le principe de la fabrication additive, et ce qui fait que c'est une révolution technique cette fois-ci, c'est qu'on fabrique la matière en même temps qu'on fabrique la forme. Et donc nous, pour faire ça, on injecte de la poudre métallique directement dans cette buse. Donc on a plusieurs modèles de buse suivant les tailles de cordon qu'on veut déposer. Et qu'ensuite on va fusionner cette matière métallique pour faire un cordon de matière fusionnée. On va aussi fusionner l'endroit où on veut déposer cette couche métallique pour trouver des qualités qui sont aujourd'hui supérieures à la fonderie. Ensuite, grâce à une machine 5 axes et un logiciel de programmation, on est capable d'empiler ces couches les unes sur les autres pour justement pouvoir réaliser une forme en additif. Donc on ne vient pas enlever de la matière, on vient empiler des couches pour arriver à la forme finie. Là, vous avez le process à vitesse réelle. Et donc, vous êtes sur une pièce. Je vais faire une petite transition vers le monde de l'emploi, et notamment sur cette pièce. Pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est qu'en termes d'emploi direct, contrairement à ce qu'on peut nous dire, la fabrication additive ne va pas être un promoteur des emplois directs. Elle va même être un destructeur de certains emplois. Donc là, la pièce que vous avez vue, c'était une pièce par exemple qui est faite chez Dassault aujourd'hui par des moustachus. Donc ceux qui sont dans l'industrie savent ce qu'on appelle les moustachus. Ce sont des gens qui ont 30 ans de métier, qui sont pleins d'expérience, qui sont rares, qui ont du mal à former les nouveaux arpètes à leur savoir-faire. Il faut des années pour avoir ces mêmes savoir-faire. Et qui donc font qu'ils vont concentrer un savoir-faire à un moment et qui mettaient à peu près une semaine à réaliser cette pièce,
puisqu'ils étaient obligés de la frapper, de la morceler. Voilà, donc c'était des artistes, même au-delà des artisans, qui étaient en capacité de faire cette pièce. Cette pièce, nous, on la sort en 2h30 aujourd'hui. Vous pensez bien que, pour le coup, par rapport au moustachu, on ne va pas amener beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Mais là, à nouveau, il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à la fabrication additive et essayer de voir en quoi ne pas y aller va être destructeur encore plus fortement de business model et de pans entiers de notre industrie. Donc on cherche la compétitivité dans l'industrie française. On sait qu'on a loupé le virage des robots, ce qu'ont fait les Allemands, qui ont aujourd'hui une industrie compétitive, donc ils créent des emplois parce que derrière, ils sont montés en gamme technologique. Et donc là, il est en train de se passer la même chose dans l'impression 3D. Si on prend du retard, on risque aussi de ne pas faire ce saut de compétitivité et à nouveau d'être à la traîne et de voir une partie de l'industrie qui se détruit. Donc je vais raconter une petite histoire. On va faire non pas du reverse engineering technique, je vais essayer de m'inspirer un peu de ce qui a été dit ce matin et je vais vous faire du reverse business. Donc on va partir de ces métiers de spécialistes aujourd'hui, qui concentrent des savoir-faire. On va parler de mes clients russes, brésiliens, qui aujourd'hui sont obligés d'envoyer une pièce en réparation à l'autre bout du monde, qui ont des problèmes avec leurs frontières. Et qui sont bien embêtés parce que quand ils envoient une pièce en réparation dans les ateliers d'un fabricant aéronautique français, là où il y a le moustachu, derrière, cette pièce, ils ne savent pas quand est-ce qu'elle va revenir. Et donc en termes d'impact, cette fois-ci, ce n'est pas technique, c'est purement logistique. Si vous gardez votre moteur démonté 2, 3, 4 jours de plus, voire des semaines, là les coûts se chiffrent en millions. Donc le coût de la pièce ou de la techno pour la réparer est vraiment infinitésimal par rapport à l'impact logistique. Donc nous, on est en capacité de remplacer ce moustachu, on est en capacité de ramener la solution de réparation ou de fabrication à proximité du lieu de démontage. Donc ça intéresse évidemment ses clients, mais ça met en cause tout le business model de cet industriel français qui fabrique ses moteurs. Puisque lui, pour l'essentiel aujourd'hui, son business model est basé sur la vente de ce qu'on appelle le spare ou la réparation. Donc c'est la vente de pièces de rechange ou de réparation. Donc quel choix il a aujourd'hui ? Il pourrait bloquer ce marché. Sauf qu'il y a des points de fuite, les armées par exemple, pour des raisons d'autonomie, sont en capacité de qualifier eux-mêmes et de réparer eux-mêmes. Donc voyant arriver ces technologies, ils se jettent dessus et disent nous on va réparer nous-mêmes sur place. Et là notre industriel français va avoir toute une partie de son modèle de business, de revenus, disparaître. Donc quel choix il a ? Le choix qu'il a, c'est en fait d'être promoteur lui-même de ces technologies, de les intégrer, d'amener une garantie à ce client militaire qui cherche ça aussi. On est en train de parler d'aéronefs. Donc si vous fabriquez des pièces vous-même, vous prenez le risque. Et puis derrière, si vous prenez ce risque qu'il se passe quelque chose, vous devez l'assumer. Donc les clients sont quand même contents d'avoir à un moment un industriel qui est un professionnel de la fabrication et de la réparation qui leur garantit que tout va bien se passer. Donc si mon industriel français devient promoteur de ces technologies, met au point lui-même les réparations, conseille les machines, contrôle le circuit matière, le circuit poudre, contrôle même, grâce au 4.0, les informations qui descendent sur la machine, donc un fichier à usage unique pour fabriquer la pièce ou la réparer, la remontée d'informations, on a une continuité justement sur la pièce, sur cette garantie que tout se passera bien. Et on a un business model qui est conservé, puisqu'évidemment, dans ce cas-là, l'industriel va toucher des royalties sur la réparation de la pièce ou sur sa fabrication. Donc on est remonté un petit peu dans le temps pour protéger le moustachu qui est aujourd'hui en France dans un atelier chez ce fabricant français. On risque de passer à côté d'un bouleversement de business model et derrière de voir tout un pan d'une industrie, et vous le savez, l'aéronautique aujourd'hui pèse un quart de notre balance commerciale, qui risque d'être remise en cause. Donc prenons de la hauteur, ne restons pas uniquement sur la technique, que chacun voit dans son métier ce que cette technologie, ces technologies, pas que la mienne, peut amener, et face au changement, pour ne pas subir la menace et saisir l'opportunité, parce qu'il y en a beaucoup, puisque ces technologies en général sont en train de transformer beaucoup de business models. Merci Monsieur Lebria. Donc, est-ce que la technique peut revenir sur les transparents ? S'il vous plaît, merci. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter, donc je vais les passer rapidement. Je crois que vous les avez évoqués en détail. Pour rebondir sur ce que disait le professeur, on est en approche solution chez BIM. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on met en place soit avec des régions, soit avec d'autres pays, où plutôt qu'arriver avec ces nouvelles technologies et dire voilà, cher industriel, achetez-moi une machine à 1,5 million et puis derrière, essayez de trouver la rentabilité. On lui dit on va vous accompagner, on va faire l'étude de faisabilité avec vous, on va vous accompagner dans la qualif. On a des partenaires qui sont capables de pré-produire et au moment où on vous vendra la machine, on ne vendra pas une machine, on vous vendra une solution
Donc une machine avec une garantie de retour sur investissement et un zéro risque technologique. Donc aujourd'hui, certaines régions sont en train de se doter de centres de fabrication additive sur notre techno et sur d'autres, puisque les coûts d'accès aux machines sont quand même élevés, qui permettent ensuite au tissu industriel d'aller vers cette transformation sans avoir à subir un risque énorme par rapport à un investissement sur une nouvelle technologie dont ils ne sauront pas encore quoi faire. Merci, Monsieur Lebriat, de cette présentation. Madame Ingeler, bonjour. Donc vous êtes vice-présidente de la CCI du Grand Lille, membre du Conseil économique, social et environnemental, et lors de nos échanges, je vous sais extrêmement passionné des sujets qui viennent d'être évoqués jusqu'à présent, entre autres de l'impression 3D. Que vous inspire ce qui a été évoqué là, lors de cette table ronde et des précédentes, et est-ce que vous retrouvez dans ce qui a été dit? Oui, effectivement, moi je suis ravie d'avoir entendu et d'être totalement confortée sur le contenu des travaux que j'ai menés dans le cadre d'un rapport et d'un projet d'avis au Conseil économique et social environnemental sur une autosaisine, innovation technologique et performance industrielle globale, avec un exemple, la fabrication additive, l'impression 3D. Alors, je vais bien sûr conforter les propos de tout à chacun et de peut-être les amplifier avec un regard sur l'entreprise. Mais quand je dis sur l'entreprise, je parle essentiellement sur les hommes qui la composent, les hommes et les femmes qui la composent. Alors, le premier enjeu de la section développement économique à laquelle j'appartiens au CESE était de dessiner une vision d'avenir pour notre pays avec une ambition de faire rêver. Voyez-vous, nous n'avons pas parlé du rêve aujourd'hui, mais nous avons émis le souhait de dépasser la longue série de diagnostics pessimistes, mais bien que réalistes, bien évidemment, concernant la compétitivité économique de notre pays. Alors, au travers de l'exemple de l'impression 3D, nous avons bien évidemment exprimé la volonté de tirer l'industrie vers le haut. Donc, nous avons véritablement voulu faire un travail, je dirais, de prospective également, car nous n'avions pas assez de recul sur cette technologie pour nous permettre d'affirmer des données. Alors, nous avons donc, au cours de ces travaux, souhaité créer un écosystème favorable dans notre pays à cette nouvelle technologie. Et nous avons constaté, au regard de nombreuses auditions et rencontres qui ont été menées, qu'il y avait un très très gros problème d'information et de formation sur les technologies innovantes d'une manière générale et de l'impression 3D en particulier. Alors, je m'étais dit, la France, c'est une étrange société. Elle est vraiment étrange parce que c'est le discours de l'Union du président Obama en février 2013 qui a annoncé que cette technologie, impression 3D, aurait le potentiel de révolutionner notre système de fabrication, presque tout. Alors, il est évident qu'à partir de là, médiatiquement, il y a eu un effet considérable de regard et de remise en cause de la fabrication de l'objet et la remise en cause aussi de l'ère manufacturière. Alors, quand on dit presque tout, il aurait pu aller beaucoup plus loin, partout, fabriqué partout, avec moins de matières premières, près de 70 à 80% d'économie de la matière première dans certains cas. Parcours réduit considérablement entre la demande et la fabrication, réduction des coûts, réduction des temps, réduction des stocks, cela a été dit tout à l'heure, une économie d'énergie, un travail en open source, travail collaboratif. C'est le choc aussi, c'est un véritable choc entre la fabrication de masse et la fabrication individuelle et de petites séries. C'est une remise également en cause totale des modèles de production.
Alors, quand on a fait ce diagnostic, on a compris que nous étions rentrés dans une technologie de rupture et profonde. Et là, ce manque de communication, eh bien évidemment, par rapport à, je dirais, la lancée du président Obama, nous avons eu un deuxième choc. C'était cette première demande de brevet qui fut déposée il y a de cela 30 ans, c'était en 1984, un peu plus de 30 ans, par le français Jean-Claude André, précédant de peu celle de l'américain, donc un mois après Chuck Hulse, et qui fut quelques années plus tard le fondateur de 3D Systems aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en un mois, eh bien, tout est parti. On a quasiment enterré le brevet du français qui était à l'initiative de cette technologie par le prototypage. Mais malgré tout, cette technologie est déjà appliquée sur une trentaine d'années dans le domaine spatial, aéronautique, automobile et surtout la santé. Alors, eu égard à ce constat, le CESE a fait une préconisation très importante, c'est de susciter les analyses prospectives commandées par les pouvoirs publics, par le Conseil national de l'industrie et la Commission nationale des services, afin d'enrichir bien évidemment l'ensemble des travaux au niveau national et mieux définir les actions à mener, mais par anticipation. Alors, il y a un deuxième point très très important qui est apparu, c'est le manque de formation et de qualification. Alors, il faut savoir que l'innovation est assimilée au risque. Toute innovation est assimilée au risque, on ne peut pas le dissocier. La France n'est pas acculturée au risque. D'ailleurs, vos banquiers vous le démontrent bien. Alors, il est impératif que l'on apprenne à nos salariés, à nos jeunes, à nos chefs d'entreprise, à l'économie tout entière, que nous devons rentrer dans une culture du changement. C'est absolument impératif aujourd'hui. Et il nous faut, pour positiver, être acteurs du changement à toutes les échelles du fonctionnement de l'économie de notre pays. Alors, là aussi, nous avons été quelque peu vexés de constater que le ministère de l'Éducation britannique avait débloqué des fonds pour aider les écoles à s'équiper en imprimante 3D, également en Fab Lab. Bon. Et surprenant, dès l'âge de 5 ans, c'est-à-dire la dernière année de maternelle, pour faciliter, je dirais, le développement tactile, l'utilisation de ces machines et également d'Internet, puisque l'outil numérique est là. Et également aussi de les faire rentrer dans ce travail collectif de partage et de leur faire découvrir leur potentiel d'imagination et de créativité très très jeunes, très tôt en amont dans la formation. Alors bien évidemment, le CESE a fait une préconisation importante, c'est de donner le goût des sciences et de l'innovation aux jeunes par l'apprentissage de l'informatique et l'utilisation des imprimantes 3D dès le plus jeune âge. De créer également des pôles d'excellence à la formation 3D à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations spécialisées, dans toutes les activités de service. Et bien évidemment, en adaptant la formation permanente aux métiers associés à la veille technologique. Et le CESE a insisté pour souligner que le rôle particulier des organisations professionnelles et des chambres consulaires au niveau national est un enjeu majeur. Alors, sensibilisation en primaire, acquisition de l'autonomie au collège et le perfectionnement au lycée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut créer cette génération qui va porter avec facilité et agilité tout le domaine des nouvelles technologies de dernière génération,
et essentiellement donc l'impression 3D. Et bien évidemment, on ne peut pas occulter la formation adaptée pour les enseignants. Alors, les nouveaux métiers, bien évidemment, on peut imaginer de véritables spécialités. Donc, au niveau de la formation des ingénieurs et nous l'avons dit tout à l'heure, des techniciens. Nous faisons véritablement un vrai duo entre le monde de l'ingénierie et le monde des techniciens, par la fabrication des machines, bien évidemment, la fabrication des logiciels et tout le développement des services aux entreprises et aux particuliers. Alors, dans le domaine de la logistique, du domaine commercial, du domaine juridique, nous aurons des gros soucis, effectivement, des moments où on peut fabriquer n'importe quoi et n'importe où. Systématiquement, nous pensons au danger des fabrications sauvages. Donc l'aspect juridique va prendre effectivement une ampleur considérable autour de cette technologie. La qualité également, nous allons devoir aller, je dirais, vers une qualité optimum. Et plus généralement, bien évidemment, nous avons une explosion dans le design. Alors, nous pouvons de ce fait visionner les métiers d'avenir, donc par ces nouvelles compétences. Alors, il y avait aussi à consolider l'effort de recherche et développement. L'encouragement est visé surtout par les laboratoires publics en favorisant les partenariats avec les entreprises innovantes. Alors, bien évidemment, nous avons fait également un constat, c'est qu'il y a en France, au niveau de la recherche et développement, la multiplicité des dispositifs et qui complexifie la coordination de l'application. Il ne faut pas oublier, c'est peut-être la faiblesse de notre pays, c'est que ce dernier est composé de plus de 90% d'entreprises qui ont moins de 20 salariés. C'est un point que l'on ne peut absolument pas ignorer, et vous vous imaginez qu'au niveau des moyens de ces petites entreprises, s'il n'y a pas un dispositif unique dans lequel il peut se rendre et aller effectivement chercher l'ensemble de la connaissance et des moyens pour satisfaire sa création et son développement, eh bien, je pense que l'impression 3D aura peut-être beaucoup plus de chances à se développer dans les grandes entreprises que dans les TPE. Alors, l'objectif du CESE était de préconiser et de favoriser les synergies entre les différentes structures de valorisation de recherche en créant un guichet unique accessible à toutes les entreprises. Alors, l'objectif est multiple. Il permettra de renforcer sur les territoires les liens entre les acteurs de l'écosystème de l'innovation et de la détection de projets jusqu'à l'accompagnement vers le marché. Un peu comme il se passe en Allemagne avec l'Institut Fraunhofer qui a été créé en 1949, qui regroupe 57 instituts et sur 40 sites en Allemagne, mais aussi dans le monde entier, est composé effectivement d'ingénieurs, de centres de recherche, de pôles de compétitivité, de pôles d'excellence, et sur tous les domaines et dans toutes les filières. C'est très très important de le préciser. Et le budget, alors là, franchement, c'est le côté un peu, je dirais, révolutionnaire du dispositif. C'est 70% composé des contrats avec les entreprises. C'est pour ça qu'on préconise bien la recherche et le développement entre laboratoires publics et entreprises innovantes, et 30% par l'État fédéral allemand. Donc nous avons des leçons à apprendre, nous avons l'urgence à gagner du temps sur le temps, parce que ces technologies déferlent à vitesse TGV, et nous ne pouvons pas, en France, nous permettre de rater la marche. Et il faut également renforcer le financement d'innovation en France. Alors bien évidemment, là, nous avons accroché vis-à-vis de nos banques traditionnelles
qui ne sont pas véritablement acculturés à l'innovation et qui ne sont pas acculturés au risque. Alors, le CESE souhaite l'amélioration du soutien public de BPI-France, qui doit disposer de beaucoup plus de moyens financiers et humains, mais dans la durée. Et le CESE recommande aussi d'inciter l'épargne longue gérée à s'orienter vers l'innovation. Il faut savoir que BPI France développe une véritable force de frappe et surtout vers l'innovation. Ils ont mis en place des dispositifs de rencontres sur la 3D en France, dans toutes les régions de France, et mis en place des clubs qui travaillent en réseau. Et BPI France apprend de ces clubs, de ces réseaux, apprend les besoins, apprend à voir comment ces entreprises fonctionnent, comment les porteurs de projets veulent, je dirais, quels sont les besoins des porteurs de projets. Et de ce fait, ils peuvent peaufiner leur stratégie et leurs moyens pour être le plus proche possible du besoin de l'entreprise qui veut effectivement se développer dans cette nouvelle technologie. Il y a aussi un encouragement par le CESE très très fort sur le financement participatif, et là, tout à l'heure, nous en avons entendu parler. Comme il se passe d'ailleurs dans ma région Nord-Pas-de-Calais, je prends un exemple parmi de très nombreux exemples en France. Nous avons mis en place un livret d'épargne dans le cadre de la 3e révolution industrielle. Un livret d'épargne classique comme le livret A, donc les fonds sont disponibles à n'importe quel moment. Il est rémunéré à 1,75% jusqu'à 1 500 € et 0,80% jusqu'à un plafond de 100 000 €. Alors, avec bien évidemment le concours du crédit coopératif. En 6 semaines après le lancement, plus de 2 millions d'euros ont été abondés avec 435 épargnants et 65% des souscripteurs viennent de la région Nord-Pas-de-Calais et 35% hors région, c'est-à-dire toute région de France. Comme vous voyez, nous rentrons effectivement dans cette 4e révolution industrielle dont vous parliez, monsieur, et la convergence quaternaire. Donc nous avons fait ce genre de proposition. Ensuite, il y a une proposition très importante qui a été faite aussi, enfin un regard important sur les défis en matière de propriété intellectuelle et propriété industrielle. Alors, à ce jour, on peut constater qu'au niveau juridique, seule la jurisprudence peut alimenter effectivement la protection intellectuelle et la protection, je dirais, industrielle et de sécurité également, parce que la jurisprudence est très jeune en la matière. On espère que la grande loi sur le numérique, que nous devrions voir sortir, je pense, en septembre, on espère avant, eh bien, précisera des nouveaux dispositifs juridiques quant à la protection face à la contrefaçon. Alors, bien évidemment, le CESE souhaiterait sécuriser l'environnement juridique des entreprises et considère que la responsabilité des plateformes d'intermédiation devrait être clairement engagée afin d'inciter le contrôle à caractère illicite des fichiers qu'elle héberge. Donc c'est un très très gros chantier effectivement qui sera mené sur ce dossier au niveau national et qui sera présenté prochainement au bureau du secrétaire d'État à l'innovation et au Sénat. Madame Ingelier, si je peux me permettre, j'ai une alerte de temps. Oui, alors je sais. Je vais peut-être inciter rapidement sur la normalisation. Il faut désacraliser la normalisation dans les entreprises, surtout les PME, PMI, parce que ça leur représente un coût direct et indirect, mais c'est une forme aussi de protection par rapport au point que je viens de vous citer en termes de matière à la protection intellectuelle. C'est également aussi une ouverture très très forte
je dirais, c'est un atout très très important et concurrentiel significatif pour répondre aux appels d'offres au niveau mondial. Le dernier point, eh bien, c'est la localisation, c'est-à-dire favoriser l'émergence d'activités et d'emplois dans les territoires sur la 3D. Alors, bien évidemment, nous avons à clarifier, et on en a parlé tout à l'heure, les 34 plans industriels liés à l'innovation. Nous savons que peut-être ce nombre sera réduit à une dizaine de plans. On n'est pas tout à fait sûr que l'impression 3D y soit reprise. Et pourtant, elle fera partie intégrante de l'usine du futur qui vous a été exposée tout au long de cette matinée. Et cette usine du futur, il faut savoir qu'elle va intégrer totalement une autre vision qui sera demain la ville du futur. Cette ville où effectivement le travail de proximité, fabriqué proche du besoin, avec des moyens très très agiles, eh bien, permettra de localiser des activités de services, des activités, je dirais, à caractère de création de logiciels, par exemple, et aussi de fabrication à l'intérieur des villes et aux périphéries de nos villes, dans nos centres, je dirais, d'activité. Alors, il a été rajouté aussi qu'il fallait penser à la création d'unités de production dans le cadre d'une démarche globale de transition vers une économie beaucoup plus circulaire. La fabrication additive est une technologie qui se prête bien au développement de filières de maintenance et de réparation. Cela a été dit tout à l'heure, en valorisant nos atouts, bien évidemment, qui sont très importants en France et qu'il faut véritablement exploiter. C'est la création logicielle, je vous en ai parlé, mais également les métaux et leur alliage et les matières organiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore énormément de préconisations et je vous incite fortement à aller voir sur le site du CESE. Ne tardez pas trop parce que le site sur les travaux que j'ai eu le plaisir de présenter et qui ont été votés à l'unanimité par l'ensemble des membres qui représentent la société civile de notre hexagone et également des DOM-TOM, eh bien, va peut-être être effacé ensuite du site. Donc, contactez-le et je pense que vous allez avoir plaisir de le lire et vous allez comprendre l'ensemble des enjeux de cette rupture que va provoquer l'impression 3D en France. Voilà, il faut impérativement que notre pays ne rate pas la marche. Voilà. C'est très clair. Merci, Madame Ingeler. Merci. Alors, je vous propose, parce que nous sommes en retard, je vais sélectionner quelques questions et ensuite nous allons aller tous manger, parce que je pense que vous en avez tous envie et besoin. Alors, quelques questions rapides, beaucoup de questions autour de l'impression 3D. C'est assez normal. Alors, quelles sont les limites, par exemple, en termes de résistance mécanique pour les pièces produites en impression 3D? Est-ce qu'il y a une limite aujourd'hui? Quelle est-elle? Je vais parler pour le métallique. Donc aujourd'hui, on est généralement au-dessus de la fonderie et on est en dessous du forgé. Voilà. C'est une question très technique. Les matériaux sont non fibrés, donc on s'approche du forgé, mais on n'arrive pas à atteindre les mêmes caractéristiques. Coût moyen d'une machine 3D? Il n'y a pas de coût moyen. Il n'y a pas de coût moyen, un ordre de prix, un ordre de grandeur. Non. C'est une approche, c'est une question importante et c'est pour ça que chez BIM, j'ai essayé de développer une approche solution. Clairement, si on fait un bon conseil au client et qu'on trouve les pièces sur lesquelles il a une forte valeur ajoutée, j'ai des exemples de retour sur investissement en 4 mois sur une machine à 1,5 million. Donc clairement, voilà, on ne peut pas aller dans l'automobile. On va mettre une limite, si vous voulez, industrielle. Aujourd'hui, les procédés d'impression 3D sur de la production de masse comme l'automobile ne sont pas rentables. Ensuite, que ce soit sur les applications de fabrication, de réparation ou d'ajout de fonctions, la rentabilité peut être extrêmement rapide si on va vers des choses qui sont matures. Très bien. Une question peut-être pour vous, Madame Homet. Quelle est la place de l'exosquelette au service de l'opérateur? Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un robot de découpe de viande.
il y a des travaux en cours pour effectivement utiliser l'exosquelette en assistance de l'opérateur de découpe qui a la connaissance du métier. Et c'est tout à fait au cœur des innovations technologiques, notamment sur les métiers pénibles et sur les métiers à fort savoir-faire. Donc c'est tout à fait au cœur des sujets qui sont travaillés actuellement. Alors, une dernière question qui est effectivement intéressante. Est-ce que ces nouveaux moyens, ces nouvelles innovations technologiques ne vont être au final réservées qu'aux personnes Bac plus 2, 3, 4, 5, ou est-ce que les personnes les moins qualifiées pourront malgré tout y avoir accès? Pareil, il faut aussi enlever le côté baguette magique et un peu désacraliser ce qui est capable de faire la fabrication additive. Alors je parle du monde industriel à nouveau. Hein. Nous, on amène une technologie qui amène des ruptures sur les business models, donc qui peut vraiment provoquer de gros changements. Par contre, ce n'est pas des machines plug and play. On n'arrive pas, on rentre le fichier, la pièce sort finie. Elle s'insère de toute façon dans un ensemble de métiers, notamment dans le milieu aéronautique, où elle vient se substituer par exemple à un procédé de fonderie. Mais on a besoin d'avoir les gens qui sont capables ensuite pour finir la pièce de l'usiner, ceux qui sont capables de la traiter chimiquement, ceux qui sont capables derrière de faire des traitements thermiques, de toute la chaîne logistique. Donc clairement, une bonne partie des métiers qui existent sont conservés. Ensuite, sur la fabrication additive en elle-même, c'est vrai qu'on va plutôt avoir des ouvriers qui sont des techniciens et des techniciens supérieurs, puisque là, on va aller sur des savoir-faire métallurgiques, mécaniques, sur de la programmation informatique. Bon, maintenant, un pilotage de machines 5 axes, pour ceux qui connaissent ces machines en usinage, c'est ce qu'on pratique nous avec nos machines. Donc ça reste accessible aussi à des gens qui ne sont pas des techniciens supérieurs, mais qui sont bien formés. Très bien, écoutez, merci mesdames et messieurs pour cette très belle présentation. On peut vous applaudir, effectivement. Alors,